Bien, monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment une très très grande fierté pour Thales que de vous recevoir sur ce site de Gennevilliers où nous sommes installés depuis 2012, comme je vous le disais. Alors, vous attendant, je me faisais la réflexion que en fait, c'est le deuxième site Thales que vous visitez, puisque le premier, c'était en 2014 en Australie. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'après cette visite, on aura peut-être un autre grand contrat. Voilà, et ce site, en fait, n'a pas non plus été choisi par hasard, parce qu'il témoigne au moins de deux choses. D'abord, de la vitalité de notre groupe. Je pense qu'on a essayé de vous le montrer au travers des présentations, des quelques activités qu'on a pu voir ensemble ce matin. Et puis, ça illustre aussi notre très forte volonté de continuer à investir dans notre outil industriel en France. Alors, notre outil industriel, pour nous, c'est nos centres d'ingénierie, de R&D, d'innovation. Et c'est très important. Ce site, l'investissement de ce site, c'est 300 millions d'euros. Voilà. 300 millions d'euros pour doter nos techniciens, nos ingénieurs, nos salariés ici d'un outil industriel le plus performant, le plus moderne qui soit. Gennevilliers, c'est un de nos plus grands sites en France, 4100 personnes qui travaillent ici sur ce site, et c'est surtout notre centre d'expertise, de compétences mondiales en matière de systèmes d'information et de communication sécurisés. Alors, Thales, c'est, je dirais, une entreprise qui gagne, une entreprise qui se développe, une entreprise qui crée de l'emploi, on l'a vu, en saluant quelques-uns de nos salariés en passant. Et puis une entreprise aussi, je crois que c'est très important, une entreprise qui a confiance dans son avenir. Alors une entreprise qui gagne, je dirais, c'est grâce à l'excellence de sa technologie. On l'a vu aussi dans ces différentes visites, une excellence technologique au meilleur niveau mondial aujourd'hui dans ce que nous faisons. Et puis derrière cette technologie, il ne faut jamais oublier que c'est des femmes et des hommes qui composent notre groupe. C'est le premier actif de notre groupe, c'est bien les femmes et les hommes qui travaillent tous les jours pour développer des choses absolument formidables. C'est aussi une entreprise qui se développe, qui grandit, qui grossit, je dirais grâce à sa capacité à se projeter à l'international. On a parlé d'export aussi pendant cette visite. On aura par exemple doublé nos prises de commandes dans les pays émergents en moins de 3 ans, de 3 milliards à 6 milliards. Ça ne s'est pas fait sans effort. Mais en tout cas, on y est arrivé, et ce groupe a cette capacité d'aller chercher la croissance là où elle est, en particulier dans ces fameux pays émergents. Et puis, c'est aussi accompagner nos clients dans des durées extrêmement longues, puisque la plupart de nos programmes, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus, pendant lesquels il faut être à côté de nos clients, les accompagner, les soutenir dans la durée. C'est une entreprise qui crée de l'emploi. On se le disait ensemble, c'est 6 000 personnes que nous allons devoir embaucher au niveau mondial. Dit comme ça, c'est pas rien. C'est très important pour nous, et c'est un gros travail aussi d'aller dénicher les talents là où ils sont, parce qu'on a besoin de nouveaux, de jeunes talents. On a vu des jeunes salariés tout à l'heure. Et puis en France, c'est à peu près 2000-2500 personnes qui vont rejoindre le groupe dans cette année. Et c'est une entreprise, je disais, qui a confiance dans son avenir, et c'est très important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance dans son avenir ? C'est déjà investir, on l'a vu ici, mais c'est investir aussi dans ses produits, dans ses solutions, dans ses systèmes, dans sa technologie, pour toujours être à la pointe au meilleur niveau mondial. Là aussi, quelques chiffres, juste pour se donner quelques ordres de grandeur. Le groupe investit chaque année entre 2,5 milliards et 3 milliards en R&D. Voilà, notre raison d'être, c'est la recherche et le développement chez Thales. C'est le résultat de tous ces efforts, c'est un portefeuille de brevets qui est assez extraordinaire, 15 000 brevets. Et puis c'est certes un peu symbolique, mais on en est aussi très fiers, le fait d'avoir eu un de nos chercheurs être récompensé par un prix Nobel, M. Albert Fert, il y a déjà quelques années, qui a un certain âge maintenant, mais qui continue à venir dans nos laboratoires de Palaiseau, je dirais stimuler la réflexion de nos chercheurs et de nos plus jeunes. Alors, est-ce qu'on pourrait cloner Thales ? Une question qu'on m'a posée, ça. Est-ce qu'on pourrait cloner Thales ? Ou dit autrement, quels sont les catalyseurs, les ingrédients qui nous ont permis de se développer ?
Moi, j'en vois 3. En tout cas, j'en ai retenu 3 ce matin pour votre visite, Monsieur le Président. La première, c'est le financement de la recherche et de l'innovation. Pour une entreprise comme Thales, c'est vital. Voilà. Et ça passe par des mécanismes extrêmement puissants comme le crédit d'impôt recherche, dont je crois nous sommes le premier bénéficiaire en France, compte tenu de notre activité. Ça passe par des soutiens du PIA dans nos activités civiles. L'aéronautique en a bénéficié chez Thales. Ça passe par le soutien du CNES dans le domaine spatial, ou même la contribution de la France à l'ESA au niveau européen. Et ça passe bien évidemment par tous les programmes d'armement du ministère de la Défense. C'est pour ça qu'un groupe comme Thales et d'autres se sont beaucoup mobilisés sur le budget de la Défense pour vous dire à quel point c'était important pour que notre industrie puisse continuer à se développer. Je crois que le deuxième ingrédient clé, c'est l'aide, le soutien qu'on a pour se projeter à l'exportation. Le marché français, je dirais, est trop petit pour grandir sur ce seul marché. Il faut aller chercher les marchés aussi en dehors de nos frontières. On a un véhicule ou un instrument que beaucoup de pays nous envient, c'est la COFAS. Le fonctionnement de la COFAS, en tout cas nous aide énormément. Il y a aussi, je voulais citer parce que c'est vrai que c'est quelque chose que vous avez mis en place, la diplomatie économique. On a vu un vrai changement aujourd'hui du réseau des ambassadeurs, des ambassades, qui nous aident considérablement dans ces ventes, dans ces marchés à l'exportation. Et puis, sans flagornerie, c'est votre action personnelle aussi. Je le vois à chaque fois que j'ai l'honneur de vous accompagner dans vos déplacements à l'étranger, à quel point vous vous engagez pour aider des groupes comme Thales à créer de la confiance auprès des gouvernements à qui on s'adresse et nous passer commande, nous faire confiance sur un certain nombre de sujets très importants. Le troisième ingrédient, c'est, je crois, notre système éducatif et académique, qui est parmi les meilleurs au monde. On a le droit de se le dire, on peut en être fier. Et c'est vrai que chez Thales, on a besoin d'avoir un système de formation performant pour pouvoir nous apporter de nouveaux talents qui vont prendre le relais après les générations qui, je dirais, partiront à la retraite de manière bien méritée. Il y a un dernier mot que je voulais vous dire aussi, Monsieur le Président, c'est ce qui caractérise Thales, c'est qu'on est baigné dans la technologie. C'est un mot qui est revenu, je crois, dans toutes les présentations. La technologie, c'est fascinant. C'est fascinant parce que ça bouge à un rythme effréné. Et du coup, ça entraîne aussi les besoins des clients qui bougent à une vitesse aussi effrénée. Et face à ce changement, cette mutation permanente, pour réussir, nous devons nous-mêmes en permanence évoluer. Ça veut dire nous adapter, ça veut dire nous transformer. Et je crois que la méthode que nous avons employée depuis très longtemps chez Thales est celle du dialogue social, qui a toujours été respectueux dans notre groupe, respectueux de l'individu. C'est grâce à cette méthode qu'on a toujours réussi à nous adapter, à cet environnement qui est dur parfois, qui n'est pas facile, et pourtant continuer de rester parmi les tout meilleurs au monde. Voilà, c'est pour toutes ces raisons, moi je suis confiant dans l'avenir de notre groupe, et malgré les bouleversements qui nous attendent, et c'est nos responsabilités, à nous, chefs d'entreprise, à nous, entreprises, de gérer ces bouleversements. Malgré tout ça, je crois que nous saurons continuer à nous adapter, à trouver les voies et moyens pour continuer à être toujours aussi performants qu'on a essayé de vous le montrer ce matin. Merci beaucoup. Monsieur le Président, d'abord, merci d'avoir organisé dans un délai très court la visite que j'effectue aujourd'hui ici à Gennevilliers, et je salue le maire, les élus et les parlementaires, et bien sûr le personnel que je n'ai pas pu rencontrer en totalité, mais je reviendrai, et surtout les matériels qui m'ont été présentés et les innovations qui sont ici développées sur ce site de Gennevilliers. J'avais plusieurs raisons pour venir aujourd'hui. La première, c'est que vous êtes l'un des plus grands fournisseurs de l'armée française. Je suis chef des armées, donc d'une certaine façon, vous me fournissez. Et j'ai vu toute la qualité de ce que vous pouvez produire et donner à nos soldats, nos militaires qui sont engagés, parfois loin, sur des terres hostiles,
à tous les sens du terme et avec des climats particulièrement impressionnants pour l'exercice de leur mission. Je dois dire que vous leur donnez toutes les conditions pour assurer dans la sécurité la tâche que je leur ai confiée. Il y a une seconde raison qui justifie que je sois là, c'est que vous êtes l'un de nos plus grands exportateurs, Thales, et vous avez, j'y reviendrai, permis à la France d'avoir une amélioration de son commerce extérieur grâce aux commandes que vous avez prises. Vous avez bien voulu souligner que vous m'avez accompagné ou je vous ai accompagné, je ne sais pas, dans un certain nombre de pays et que ça a été le moyen de mettre tout simplement en valeur la technologie française. Il n'y a pas de secret. Même si la diplomatie peut être efficace, elle ne peut avoir de résultat que si les produits que nous présentons sont les meilleurs au monde. Il n'y a aucun pays qui achète à la France pour lui faire plaisir ou pour faire plaisir au chef de l'État ou au ministre de l'Industrie, si c'est une activité civile, ou de la Défense, si c'est une activité militaire. C'est parce que ce que nous pouvons offrir comme qualité doit être exceptionnel. Et c'est ce que fait Thales. Enfin, vous avez dit que je connaissais bien Thales puisque j'avais visité un site en Australie. Coïncidence, il y a eu ce grand contrat qui se prépare parce qu'il faut aussi faire en sorte que nous puissions, après avoir été choisis, conclure l'opération. Et Thales a joué un rôle important. Je voulais aussi illustrer par ma présence ici à Gennevilliers ce que une grande entreprise française est capable de faire, c'est-à-dire une performance technologique au plus haut niveau. Vous êtes sur 5 secteurs. Ils m'ont été présentés. L'aéronautique, l'espace, le transport terrestre, la sécurité et la défense. 5 secteurs majeurs de l'économie mondiale. 5 secteurs aussi qui peuvent être essentiels pour la vie de nos compatriotes et plus largement de ceux qui utilisent ces technologies ou ces modes de transport. Le point commun entre toutes les activités que vous développez, c'est que ici vous êtes le système nerveux. C'est vous qui permettez à tous ces mécanismes, que ce soit du transport aérien ou du transport terrestre, que ce soit des activités satellitaires, c'est vous qui assurez que l'information puisse à la fois circuler et être protégée. Vous occupez les premières places au monde. Je l'avais dit, c'était avant-hier à DCNS. Dans beaucoup de domaines, la France est la première au monde. Et elle doit le dire parce qu'on ne le dira pas à sa place. Et vous êtes les premiers au monde. Vous êtes les premiers dans les dispositifs de gestion du trafic aérien, dans les sonars, dans la sécurisation des transactions interbancaires, et vous êtes premier européen pour radio-télécommunications, second au monde. Et sur la cybersécurité, qui est sans doute l'enjeu le plus important des prochaines années, puisque nous devons nous mettre en ordre de bataille, c'est une bataille, par rapport aux intrusions qui peuvent être commises. Pour des raisons parfois économiques, certains veulent aller dans nos systèmes pour connaître ce que nous pouvons nous-mêmes inventer. Parfois pour des raisons de souveraineté, pénétrer également un certain nombre de nos lieux de décision, de nos lieux de pouvoir. C'est aussi un enjeu par rapport à la lutte contre le terrorisme, parce qu'il y a un cyberterrorisme. Et il y a eu des attaques cyberterroristes. Donc nous devons assurer cette protection, ici en France et partout dans le monde. Et la première demande qui est souvent exprimée sur beaucoup de sites stratégiques, c'est la protection. Et c'est donc la cybersécurité. À tel point que la loi de programmation militaire a mis la cybersécurité comme l'une de nos priorités. Et en même temps que nous développons
vous développez ces technologies, vous pouvez également, dans les industries civiles, offrir un certain nombre de développements. Il n'y a pas d'opposition entre militaires et civils. C'est le militaire qui, quelquefois, permet de nourrir, si je puis dire, le civil, et ça peut arriver aussi, ce sont des découvertes pour l'industrie civile qui vont avoir des prolongements pour l'activité de défense. Vous avez aussi permis qu'une commande qui avait été passée en 2012, c'était la première par Jean-Yves Le Drian, il y en a eu d'autres, je dis ça pour le budget de l'État qui a été amené à y mettre les ressources nécessaires. La première commande, et j'ai eu à l'approuver, c'est le programme Contact. Et j'ai donc pu vérifier aujourd'hui, venant à Gennevilliers, ce qu'est le programme Contact. Il m'a été donné un appareil un peu plus gros qu'un portable. Enfin, c'est encore un modèle qui n'a pas été jusqu'au bout de son développement, mais enfin, qui permet justement à tout militaire français de pouvoir disposer des technologies les plus avancées. Et puis, vous avez un système de communication particulièrement de haut niveau, et c'est ce que vous proposez dans les sous-marins. Les sous-marins. On en parle beaucoup en ce moment. Mais vous avez déjà équipé 140 sous-marins. Alors, je n'imagine pas qu'il y ait des sous-marins qui se fabriquent dans je ne sais quel pays dans les prochaines années sans qu'il y ait forcément du matériel Thales. Ça me paraît être l'évidence, mais il faudra encore démontrer. Voilà, je reviens à ce qui a été annoncé par le gouvernement australien. DCNS va être donc le partenaire privilégié pour 50 ans, si, bien sûr, toutes les conditions sont respectées. Et il y en a encore. Et il faudra être à chaque fois les meilleurs pour toutes les étapes. C'est un programme de renouvellement de l'ensemble des sous-marins australiens. Et Thales peut déjà en être fier, parce que Thales est l'actionnaire, aux côtés de l'État, de DCNS. Et ensuite, parce que Thales a joué un rôle en Australie, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, qui a pu convaincre nos amis australiens de cette technologie française que nous pouvions aussi mettre à la disposition de la marine australienne. Et puis, vous avez aussi cette possibilité de compléter l'équipement de ces sous-marins. Et je veux féliciter toute l'équipe France, dont vous faites partie, qui a permis la réalisation de ce contrat d'un demi-siècle, ce contrat qui va porter sur des milliards d'euros. Mais faisons attention au vertige des chiffres. Ce qui compte, c'est d'être au rendez-vous industriel. Cette équipe de France, c'est bien sûr DCNS, c'est aussi Thales, Safran, Schneider Electric, toutes les entreprises qui contribuent à cette excellence. Je veux une fois encore féliciter aussi la DGA, le ministère de la Défense, le ministre de la Défense qui n'a pas ménagé sa peine et tout ce qui a été fait pour que ce contrat puisse honorer l'industrie française. Et donc, vous en êtes ici les meilleurs représentants de cette industrie française. Thales est une entreprise en croissance, en forte croissance. Je voudrais bien d'ailleurs que la France connaisse la même croissance que Thales. C'est de l'ordre de 5% par an pour les 3 prochaines années. C'est un beau programme que vous offrez. Et cette croissance, elle a eu déjà ses résultats, puisque vous avez un record de commandes en 2015, 19 milliards d'euros. C'est considérable. Un tiers de plus qu'en 2014. Et je veux vous en féliciter tous. Vous avez passé 24 grandes commandes, 5 contrats majeurs. Et je vais en citer quelques-uns pour voir justement la diversité de vos activités. Le métro de Londres, c'est vous. Pas tout seul, mais c'est vous. Les avions Rafale en Égypte, Qatar, c'est vous. La commande de plus de 1000 véhicules déjà par l'armée australienne, ce qu'on appelle les Hawkeye, c'est vous. Et puis un système de communication militaire par satellite pour la France, c'est vous. Donc vous avez finalement
étaient sur les plus beaux contrats de l'année dernière, ceux qui ont d'ailleurs été soulignés comme étant la preuve de l'excellence française dans le monde. Et il y a aussi, nous étions en Égypte, ce que vous pouvez faire sur les satellites, et je souhaite vraiment que nous puissions conclure cette opération. Alors, comment expliquer ce succès? C'était la question du clonage que posait le président Ken. Savoir qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon, comme conclusion. Non pas pour dire que c'est forcément facile d'avoir ce modèle et cette réussite. Ça suppose beaucoup de temps et d'investissement. La première raison de ce succès, c'est le choix qu'a fait la direction d'une stratégie, et je veux la féliciter, et c'est le savoir-faire des salariés. Un groupe ne peut réussir que si les salariés, à tout niveau de responsabilité, sont les meilleurs au monde quant à la formation qu'ils ont pu recevoir ou qu'ils ont de manière suivie dans leur entreprise, et aussi cette expérience unique de savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Les salariés, c'est ce qui fait la différence, à condition que nous ayons toujours un temps d'avance sur le plan technologique. C'est aussi, et vous l'avez souligné, le dialogue social, qui est une méthode et qui est aussi un résultat. Le résultat, c'est qu'il y a eu ici 10 accords majoritaires de groupes qui ont permis, dans de nombreux domaines, d'avoir justement l'adaptation nécessaire, l'agilité nécessaire, et en même temps la sécurité indispensable. Transparence, parce que tout est ici connu, dialogue social, avec un accord qui a eu comme beau nom anticipation de groupe. C'est toujours mieux d'être dans l'anticipation plutôt que dans la soumission, d'être dans le dialogue plutôt que dans le conflit, d'être dans l'adaptation plutôt que dans la résignation. Et vous avez pu, je m'en souviens, c'était en 2012, et c'était un moment très difficile pour le groupe Thales, avoir justement cette volonté de définir une stratégie, d'avoir cette méthode du dialogue social et de pouvoir signer autant d'accords qu'il était nécessaire pour donner à l'entreprise la souplesse et la sécurité, la compétitivité, la performance et le progrès. Et c'est cette méthode que nous devons partout mettre en place, entreprise par entreprise, faire qu'il soit possible, dans un contexte que nous connaissons, qui est celui de la mondialisation, de la compétition, qui est dur, très dur, mais qui ne doit pas remettre en cause notre modèle social. Nous devons être performants dans le cadre de ce modèle social. Et pour cela, il n'y a pas d'autre manière de faire que de trouver, entreprise par entreprise, les solutions pour être les meilleurs. Ce qui permet de trouver, par l'ingéniosité que provoque le dialogue social, les conditions d'une meilleure performance et aussi d'avoir des avancées et donc des progrès. La seconde leçon, c'est l'investissement et notamment l'investissement dans la recherche et le développement. Vous avez souligné cette nécessité, cette exigence. Les chiffres d'ailleurs de Thales sont très impressionnants puisque vous consacrez 2,5 milliards d'euros à la recherche et au développement, soit 20% de votre chiffre d'affaires. Et là aussi, l'État vous a accompagné. Parce que ce qui, là aussi, fait la différence entre des offres et parfois avec des coûts salariaux pour nos concurrents qui sont plus bas que les nôtres, y compris, nous en parlions, pour les ingénieurs. Ce qui fait la différence, c'est le haut niveau de la recherche, de l'innovation et du développement. Et l'État a donc décidé, notamment à partir de 2012, de sécuriser le crédit impôt recherche, de le sanctuariser et de faire que vous puissiez utiliser cet instrument comme une ressource qui vous permet de financer, et c'est un mécanisme unique au monde, de financer dans les meilleures conditions vos investissements en termes de recherche et de développement. Nous y avons ajouté le PIA, c'est-à-dire Programme des investissements d'avenir, dont Thales est pour partie bénéficiaire,
et ce qu'est un système tout à fait original en France de la DGA qui préfinance, qui accompagne des investissements de recherche de ces grandes entreprises fournisseuses de technologies. Donc il était très important que nous puissions vous donner les moyens d'assurer ce développement. Enfin, la dernière leçon, c'est le niveau de formation. Tout à l'heure, en rencontrant un certain nombre de salariés, je leur ai demandé quel a été leur parcours, notamment pour les plus jeunes. Et soit ils sortaient d'écoles d'ingénieurs, soit certains étaient en apprentissage, soit d'autres avaient eu un parcours professionnel après l'université, mais tous avaient un niveau de formation dans leurs compétences particulièrement élevé. Et ce que nous devons faire au niveau de l'État, c'est assurer que ce niveau de formation soit excellent dans l'enseignement supérieur, mais également dans toutes les filières professionnelles. C'est un devoir que nous devons accomplir, aussi bien pour les lycées professionnels que pour l'apprentissage, et faire que l'alternance soit, là encore, une méthode pour que nous puissions, y compris dans des grands groupes comme les vôtres, assurer cette qualification par la vie professionnelle elle-même. Alors cette stratégie a permis à Thales de créer de l'emploi et d'embaucher. Vous avez cité les chiffres, 3 000 embauches en France en 2015, 6 000 dans le groupe, puisque vous êtes un groupe présent dans plus de 50 pays au monde. 3 000 emplois créés en France, l'essentiel en CDI, c'est bien l'objectif que nous avons à travers la loi travail, c'est de faire en sorte que les embauches puissent se faire en CDI et non pas en contrat court qui, à un moment, désespère les plus jeunes. Donc, 3 000 embauches, 2 000 en CDI et le reste en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, c'est-à-dire ce qui va permettre aux jeunes de rentrer dans l'activité professionnelle et ensuite de pouvoir y être embauchés avec un contrat à durée indéterminée. En 2016, vous prévoyez le même niveau d'embauche avec les mêmes répartitions, 6 000 au niveau mondial, 3 000 en France, 2 000 en contrat à durée indéterminée, 1 000 en apprentissage. Et puis j'imagine que, puisque vous avez une croissance de 5% sur les 3 prochaines années, que vous aurez ce rythme toujours, et j'espère être là pour le vérifier. Donc j'y reviendrai autant de fois que nécessaire. Je veux donc vous féliciter pour justement ce courant d'embauche. C'est très important. Parce que parfois, on se pose la question, les grands groupes industriels comme les vôtres, très technologiques, avec beaucoup de recherche et de développement, est-ce que ces groupes embauchent encore? Est-ce qu'il y a encore une possibilité d'avoir de l'emploi dans ces grands groupes industriels? La réponse est oui. Et quand vous faites des implantations à l'étranger ou des grands contrats d'exportation, c'est la même question qui se pose. Elle est légitime. Est-ce que ces grands contrats ont un effet sur l'emploi en France ou est-ce que c'est simplement dans les pays où on va partager la technologie, ce qui va être le cas pour l'Australie, que les emplois vont être créés? Eh bien, la réponse, vous l'avez déjà donnée, c'est que tout emploi qui se crée à l'étranger dans le cadre d'un grand contrat est souvent suivi d'un ou de 2 emplois supplémentaires en France. D'où l'enjeu de l'exportation, d'où l'enjeu de ces grands contrats d'équipement, d'où l'enjeu aussi de présent sur l'ensemble des pays au monde, ce que vous avez, vous, réussi. Alors, je reviens à la situation de Thales d'il y a 4 ans. Parce que quand je suis arrivé aux responsabilités de notre pays, un des sujets qui m'a été présenté était celui de Thales. Et ici, beaucoup s'en souviennent. Il y avait des interrogations sur la stratégie, sur l'orientation du groupe. Il y avait des choix de personnes aussi à faire. Et beaucoup aussi s'interrogeaient sur même le devenir de Thales en tant que groupe. Et en 4 ans, vous avez réussi cette performance, montrant que tout était possible, dès lors qu'il y avait une volonté, une stratégie, un dialogue social, une capacité technologique et une confiance qui vous était apportée. Après, je me suis senti responsable, parce que vous aviez un dirigeant, Jean-Bernard Lévy, et je vous l'ai pris
Mais j'avais une solution pas de rechange, pas de rechange. J'avais une bonne solution qui également permettait aussi de rajeunir considérablement. Ce qu'est l'image de l'entreprise. Et je pense que c'était un choix judicieux. Mais c'est aussi l'exemple que je voulais donner. Il faut avoir confiance. Il faut faire confiance. Il faut d'abord avoir confiance en la France. Elle est capable de ces beaux résultats que nous venons de saluer. Elle est capable d'une offre technologique de très haut niveau. Elle est capable d'inventer, d'imaginer. Elle est capable de créer. Elle est capable de produire en France. Elle est capable d'exporter. Et il faut faire confiance. Faire confiance aux entreprises qui investissent, qui innovent. Faire confiance aussi aux salariés dans le cadre d'un dialogue social responsable. Faire confiance aux partenaires sociaux parce que c'est indispensable dans une entreprise. Faire confiance à ceux qui représentent la nation parce que c'est aussi ce qui permet d'avoir une démocratie. Et si on a à la fois confiance en nous et que l'on fait confiance dans ce qui permet la création de richesses et aussi son partage, alors la France, nul doute, réussira. Nous avons eu, c'est vrai, des bonnes nouvelles ces derniers jours. À la fois ce grand contrat avec l'Australie, les chiffres du chômage, même s'il faut être très prudent, parce que ce qui compte, c'est la tendance, ce n'est pas les chiffres mensuels qui quelquefois désespèrent, quelquefois enthousiasment. Mais ce qui compte, c'est d'avoir cette volonté, cette cohérence, cette constance dans l'action qui nous permettra ensuite d'avoir les résultats. Et puis, nous avons aussi aujourd'hui moins de défaillances d'entreprises. Pour le premier trimestre, c'est le meilleur chiffre pour saluer donc le fait que la reprise économique est là, que les défaillances d'entreprises sont moins nombreuses. S'il y a moins de défaillances d'entreprises, c'est le meilleur chiffre depuis 2009, ça veut dire qu'il y aura moins de suppression d'emplois parce que dans l'économie, il y a des créations d'emplois et puis il y a aussi des suppressions d'emplois. Et en même temps qu'on salue les créations d'emplois, on doit être aux côtés des salariés qui peuvent perdre leur emploi et qui doivent être accompagnés, requalifiés. Il faut aussi éviter qu'il y ait des liquidations d'entreprises, parce que chaque fois qu'une usine ferme, c'est un potentiel, c'est un savoir-faire qui disparaît. Et nous comptons aussi sur les grands groupes pour appuyer l'effort des PME, qui sont essentiels pour la création d'activités et pour les embauches. Alors, quand on a ces chiffres-là, on doit surtout penser à continuer, à poursuivre, à amplifier, à faire les réformes qui sont indispensables et en même temps à chercher toujours le bon équilibre, le bon compromis entre la performance économique, elle est là, le dialogue social, il est indispensable, entre la modernisation, comment ne pas moderniser lorsqu'on est, comme vous, face à une révolution technologique. Tout à l'heure, le mot a été employé. On est face à une révolution numérique, énergétique, technologique, et on doit forcément moderniser notre pays rapidement, beaucoup plus rapidement d'ailleurs qu'on l'avait sans doute conçu ces dernières années. Il faut aller beaucoup plus vite, et en même temps, on doit garder ce qui fait l'essentiel de la France, son modèle social, le pacte républicain, la cohésion que nous pouvons avoir ensemble. On a été éprouvés ces derniers mois, les attentats qui ont été pour nous des tragédies et en même temps qui ont été des sujets de fierté parce qu'on a tenu bon face à ces épreuves et qu'on a montré aussi qu'on était capable d'agir et de réagir grâce à nos forces armées, grâce aussi à notre vigilance, j'allais dire à notre esprit de résistance. Donc voilà, c'est ce message d'espoir que je voulais ici prononcer parce que à Thales, c'est vrai que vous portez de la technologie, mais aussi de la réussite et donc de l'espoir. Merci.